comme vous le savez. Donc, c'est une série qui a démarré le 25 février, qui a démarré en fait depuis 2024, depuis le 28 août 2024. On a eu pas mal de webinaires généralistes sur l'export, les partenariats sur le continent africain, mais aussi Focus Pays. Donc, Focus Pays, on a fait le focus sur deux pays, donc le Sénégal et la Mauritanie, avec cette première cohorte soutenue par le programme Qawafel, donc qui est financé par l'AFD, mis en œuvre par Expertise France. Donc on a eu le plaisir d'accompagner une dizaine d'entreprises lors de ce programme, mais aussi on est en train la bonne nouvelle de lancer la plateforme officielle de Expan Africa avec plein de contenus et ces webinaires seront bien sûr diffusés sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous un beau panel. Donc, on a avec nous Madame Corinne, je commence par les dames, Madame Corinne Maurice, Ouattara, donc du Côte d'Ivoire, et aussi Monsieur Babacar Sow du Sénégal, et Monsieur Zach Temtem de la Tunisie, mais un peu partout, je pense, Open Startup qui travaille sur tout le continent. Je vous passe la parole, chers panélistes, pour vous présenter un petit peu. Et comme ça, les entrepreneurs qui suivent nos webinaires comprennent un peu le contexte et j'enchaînerai avec quelques questions pour échanger sur ce panel qui est focus partenariat stratégique et collaboration interpays. Je commence par vous, Madame Cory. Alors, bonjour à tous. Je suis Ouattara Corinne Maurice. Je suis entrepreneur ivoirienne spécialisée dans la santé numérique et tout ce qui est innovation des systèmes de santé. On va dire, je suis précisément sur l'Afrique francophone. Donc, je suis CEO de MCM Group. Je suis vraiment connue sous le nom du Pass Santé Mousso, cette plateforme digitale qui a été conçue pour structurer le parcours de soins, améliorer la continuité des services de santé, mais surtout faciliter la coordination entre les différents acteurs de santé. Donc, c'est ce que je peux dire pour déjà me limiter à ça. Merci. Très bien, merci Corinne. On va revenir vers vous pour approfondir un peu cette expérience, non seulement Pass Musso, mais tout ce qu'il y a autour de cette expérience entrepreneuriale. Je passe à Monsieur Babacar Sow, donc en quelques mots. Bonjour à l'équipe d'Expand Africa. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour échanger sur ce thème très intéressant. Je suis Babacar Sow, le président de Cogesto Consulting, qui est un cabinet de stratégie et de finances présent dans 3 pays à travers 4 structures. Nous sommes dans le conseil et dans l'expertise comptable. On est présent au Sénégal, au Maroc et au Canada. Au Sénégal, nous avons 2 structures, Cogesto Consulting, je dirige, et Cogesto Audit, qui est un cabinet d'expertise comptable dirigé par une conseil. Je suis Très bien. dans le conseil depuis plus de 30 ans. Donc, Cogesto, j'ai fait plusieurs missions dans le conseil. J'ai accompagné plus d'une centaine d'entreprises. Et Cogesto, c'est plus d'une centaine d'entreprises accompagnées, dont une dizaine des problématiques d'exportation. Donc, je suis à Parfait. vous et pour échanger sur le thème. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous, du coup, avec plein de questions, des questions qui traversent tous les esprits, je pense, de n'importe quel entrepreneur qui réfléchit à se lancer dans l'aventure de partenariat sur le continent africain. Zach, si tu peux te présenter à nos auditeurs, des personnes qui nous suivent. Ouais, merci encore pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Je suis Zach Temtem, je suis CEO à Open Startup. OST est une organisation panafricaine qui accompagne des entrepreneurs et des startups à différents stades de maturité avec surtout un focus sur la deep tech et la préparation à l'investissement. Notre mission principale est de développer les compétences et mobiliser les réseaux et surtout de créer des ponts entre les écosystèmes africains et internationaux. Au-delà de l'accompagnement de startups, on travaille beaucoup sur le développement des écosystèmes, le renforcement de capacités et surtout collaboration entre acteurs, avec une approche très terrain et orientée exécution. Finalement, avant de devenir CEO, j'étais directeur d'expansion internationale et j'espère vraiment pouvoir partager des learnings de cette expérience aujourd'hui avec tout le monde. Merci encore pour l'invitation.
Merci beaucoup, Zach. Je suis ravie parce que je vois vraiment une complémentarité d'expérience et aussi un recul important sur cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. Mais je me permets de focuser les questions au début avec Madame Corinne pour pouvoir la libérer un petit peu plus tôt pour des raisons urgentes. Et je reviens par la suite pour la partie plus opérationnelle et terrain avec vous, Monsieur Babacar et Zach. Donc, Corinne, cette belle expérience, donc pas Musso, mais tout le groupe qui y a derrière aussi. Donc, déjà en quelques mots, avant même de parler type de partenariat, comment vous voyez les choses, cette expérience, comment vous l'avez vécue, à quelle année ça avait commencé, comment ça a commencé déjà à s'étendre sur le continent, déjà sur le pays. Donc, déjà pour comprendre un petit peu. Alors, merci Wafa et je fais un coucou à OST parce que je fais partie de la dernière cohorte là de OST, voilà, pour cette année. Donc, ça a vraiment participé énormément à l'évolution et même justement au soft landing parce que nous ont effectivement accompagnés on va dire, à traverser un moment d'hésitation et de tourbillon dans lequel on était. En tout cas, merci beaucoup Zach pour l'accompagnement des OST. Alors, donc, l'histoire du Pass Santé a commencé, on va dire, en 2000, je vais dire 2014. 2014, pourquoi? Parce qu'il y a eu des déclics. Vous voyez, généralement, je fais partie de ces personnes qui pensent que on vient essayer de résoudre un problème, mais des problèmes qui sont là. On a des grosses difficultés sur nous, sur le continent, on va dire en matière de santé. On a pas mal de données, mais c'est mal structuré, c'est mal orienté. On n'a pas de données assez fiables dans les prises en charge, c'est assez difficile. Et sinon, les dernières statistiques, beaucoup de décès sont dus à des erreurs médicales. Mais je ne vais même pas aller sur des statistiques qui sont données comme ça. On a eu un fait qui s'est passé en 2014. Il y avait un jeune mannequin de 24 ans qui est décédé suite des blessures parce que il y avait pas mal d'échanges, de polémiques, mais ce que nous, on a retenu, c'est que le professionnel de santé disait n'avoir pas d'informations. Quand ils ont eu les informations, c'était un peu trop tard, elle est décédée. Et moi, quand je travaillais sur ce projet, tout de suite, je me suis dit, ben, on parle de tout ce qui est technologie, mais je pense qu'on peut appliquer la technologie à la santé justement pour éviter ce genre de situation. Et ça m'a rappelé ma propre histoire. Je suis asthmatique, mais j'ai été épileptique tout mon parcours scolaire. Donc, je tombais à tout bout de champ. La question que tout le monde se posait, est-ce qu'elle va se réveiller? Et tu entendais, oui, elle va se réveiller. Attendez, on va voir. Donc, j'étais confrontée à cette difficulté. Et donc, en résolvant, en essayant de résoudre ce problème, inconsciemment, je résolvais également mes propres problèmes et tous ceux qui sont face à des maladies chroniques, toute autre chose. On a du mal à apporter les premiers secours, on a du mal à les prendre en charge, c'est vraiment difficile. Donc, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure en 2014. On a pensé, imaginé, prototypé. On a même pensé appeler des personnes extérieures, nous accompagner sur les projets. On s'est fait anarquer par des équipes. Après, on s'est dit, bon, il faut développer local, réunir des équipes localement, travailler sur ces projets. On a subi beaucoup de départs de rejet. Après, on a attiré l'attention de certaines personnes à cause de... Généralement, dans l'écosystème, on dit que je suis la têtue, donc je n'abandonne pas. J'ai forcé pour leur faire comprendre l'utilité, en fait, de leur faire dire que de même qu'on regarde la fintech aujourd'hui, mais demain, c'est comme ça que la santé sera regardée. Donc, il faut juste regarder et avoir l'esprit ouvert. Malheureusement, au départ, Oui. c'était assez difficile. Mais je vais dire, malheureusement, mais heureusement qu'il y a eu la COVID. Donc, ça a ouvert plus les esprits. Et je pense que de 2024, on a eu pas mal de difficultés, mais on s'est fait comprendre après par nos différents ministères. On a eu nos premières conventions en 2019 avec le ministère qui nous a permis de faire des pilotes, de voir comment est-ce que ça pouvait aller, d'aller dans différents pays pour se rassurer s'il y avait si c'était possible de scaler la solution et nous adapter, si on avait les mêmes réalités, puisqu'on parle de santé, on parle de données à caractère personnel, on parle de souveraineté des données de santé. Donc, il fallait voir est-ce on est régi par les mêmes réglementations, est-ce que c'est pareil, est-ce qu'en réalité, on a les mêmes problèmes en termes de structuration de données, et est-ce que la e-santé telle que perçue en Côte d'Ivoire, c'est pareil que perçue au Bénin, au Togo, au Sénégal, et comment est-ce qu'on pourrait avoir à la fin de la journée une solution qui ne sert pas que la Côte d'Ivoire, mais le patient au centre qui est en mobilité croissante. Donc, voici comment est-ce que nous avons pu arriver jusqu'à là aujourd'hui.
Et là, du coup, ce beau parcours, ce démarrage me mène vers la question qui tourne autour du sujet d'aujourd'hui, en fait. Les valeurs des partenariats dans tout ce parcours-là, quel type de partenariat à forte valeur ajoutée peuvent accélérer donc le parcours d'une start-up sur le continent africain, donc sur le marché africain? Est-ce que ça dépend du stade de maturité de la start-up? Est-ce que ça doit être un partenariat stratégique, technique, financier, parce qu'il y en a différents des partenariats. Et si vous avez des exemples concrets, on est preneur même anonymisé. D'accord. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que vous savez, quand on commence en tant que startup, on a ce business model canvas où on nous demande de remplir les différents partenariats. Donc, tout de suite, quand on commence, on a une idée de partenariat, mais qui est vraiment, c'est vraiment, c'est faux, je vais dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment la réalité terrain. Ce qu'on pense n'est pas forcément ça. Les partenariats qu'il faut avoir, dans un premier temps, quand on travaille dans la santé, il faut avoir des partenariats politiques. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'on travaille sur la santé. Et la santé, c'est l'État. Quoi qu'on veuille, qu'on soit du secteur public ou nous sommes start-up, à la fin de la journée, c'est l'État qui est garant de ces données-là. On va dire ça comme ça parce que c'est la santé publique. Nous, dans notre cas de figure, on a compris qu'on venait en appui. Voilà. Donc, il faut avoir un premier partenaire, c'est le ministère de la Santé qui va crédibiliser derrière ce que nous sommes en train de faire et donner de la valeur. Donc, on est allé, parce qu'au départ, on a pensé aller d'abord vers les professionnels de santé, faire des partenariats avec les médecins. Mais non, ce n'était pas assez crédible parce que quand on parle, la première question qu'ils posent, est-ce que vous avez une convention avec le ministère? Qui dit le ministère de votre solution? Donc, il faut faire retour arrière. Donc, la première chose, on a une convention. Donc, on a, et ça, c'est très important d'avoir des partenariats avec l'État. Si on n'arrive pas à avoir l'État en lui-même, il y a des programmes de santé. Oui, Aujourd'hui, par exemple, on a un partenariat et on accompagne le ministère, le programme national de la santé mentale sur la question de la santé mentale aujourd'hui. On a signé la convention. Ensuite, on accompagne également le programme de conseil sur lequel on accompagne. Mais vous voyez, c'est des partenariats qui nous permettent de pouvoir implémenter ou de repenser même le modèle de nos projets parce qu'on était ouvert tout le monde et on se rend compte que les maladies chroniques, en fait, c'est eux-mêmes, c'est ces malades-là qui ont vraiment besoin, c'est ces patients qui ont vraiment besoin de nos solutions. Donc, il faut retravailler et c'est là que vous allez voir ils ont une vision et vous devez les accompagner avec le numérique ou les solutions que vous apportez pour adresser. donc, Donc, donc Corinne, en fait, ça, c'est vous parlez partenariat donc public avec le ministère de la bah Santé, qui est donc quelque chose de super important. Et autour, est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui oui, il y viennent a d'autres partenariats, complémenter? des partenariats techniques, par exemple. Tout ce qui est, par exemple, aujourd'hui, on a un partenaire avec un telco aujourd'hui, donc je vais essayer de taire le nom, qui, dans cet échange-là, a décidé, et je pense que ça fait partie de l'accompagnement qu'on a eu avec OST, pour nous dire, essayer de voir comment pouvoir avoir des partenariats, pour que derrière, écoutez, ils ont une base de données clientèle, ils ont une patiente, un gamet qui est une patientèle. Donc, ils sont ce canal-là qui sont en train aujourd'hui de distiller, de distribuer cette solution. Donc, du coup, nous, on devient partenaire technique, mais le telco intègre ça dans son offre de service. Donc, D'accord. mais en plus de ça, il nous met à disposition des serveurs, il nous met à disposition d'autres outils pour faciliter parce que les établissements ne sont pas forcément digitalisés. Donc, dans l'offre telco, on offre et de la connectivité et nos solutions santé. Donc, voici un type de partenariat. À côté, il y a des partenaires financiers parce que on parle de santé, mais le parcours n'est pas achevé quand les finances n'y sont pas du tout. Donc, on a des partenaires financiers aussi bien pour accompagner sur la partie nous-mêmes, je vais dire en termes de financement, mais partenaires financiers pour l'intégrer dans la solution parce qu'aujourd'hui, on a pu mettre en place cette fintech santé pour accompagner, mais il faut s'adosser à une banque. Voyez, donc, il y a plusieurs D'accord. partenaires qu'on doit pouvoir avoir Mais dedans. Corinne, ça, c'est des partenariats locaux. C'est super important, c'est la base. Mais si on prend on recule d'un pas et on regarde une overview au fait sur les partenariats interpays. Donc, dans un projet au fait d'une start-up, d'un entrepreneur qui vient du Côte d'Ivoire, qui vient de la Tunisie, qui vient du Sénégal, peu importe, et qui est en train de s'étendre hein, sur plusieurs pays. Donc, ces partenariats-là sont super importants. Je vais juste donner la main rapidement à Zach parce que je pense qu'il a quelque chose à compléter et je reviens vers vous, Corinne. Si Merci. je peux rajouter très rapidement, juste aussi pour donner un exemple que je donne toujours déjà. On a une startup à Tunis qui s'appelle Sinoia, Refait du
Nasreddin, euh, qui a commencé son parcours au Sénégal avec un partenariat avec une autre startup, AMSO, in which les deux aident l'autre startup sur l'ouverture de marché, des connexions et même sur la vente. Je pense que des startups négligent euh, surtout cette partenariat startup dans laquelle il y a Oui, déjà cette partie de confiance, cette partie de understanding, ce que l'autre fait et les challenges et les barrières à l'entrée au marché et qui peut avoir de la valeur pour la startup, ça rate plus qu'une corporate ou une government d'accord. institution. Je voulais juste rajouter Mais il cette. faut, ouais, parfait, mais c'est très bien. Mais du coup, il faut que ça soit complémentaire, les deux services, ou il faut pas que ça soit concurrent. Donc, il faut que les deux, ça soit euh, du win-win. pour l'exemple du Sénégal et AMSO, c'est des secteurs totalement différents, hein. C'est Mobility et un SaaS. Mais c'était cette relation entre ces deux entrepreneurs qui a fait beaucoup de Qui a différence. Et ouvert. aujourd'hui, on voit Sinoia qui est excellent, hein, déjà, qui est au Sénégal, qui opère au Sénégal, qui devient très connu. Mais peut-être que tout ça a commencé parmi d'autres facteurs, par aussi un partenariat startup. D'accord. Et moi, je suis Comme d'accord quoi? avec je suis d'accord avec lui parce que justement, nous, on a fait ce POE Paris avec, je suis contente de voir M. Babacar là. Nous, on a un partenaire, par exemple, que vous devez connaître, qui est Aeon, qui a un partenaire avec lequel on travaille au Sénégal qui adresse les systèmes de santé, système de gestion hospitalier, qui est un partenaire pour nous aujourd'hui, avec qui on travaille entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, justement. On a signé un partenariat donc en start-up et start-up qui va nous permettre aussi de tester, on va dire, la mobilité. Quand on sait qu'on a une forte population sénégalaise en Côte d'Ivoire qui irait au Sénégal après, qui va permettre après de pouvoir continuer le suivi. Donc, c'est des partenariats comme ça. Donc, en start-up, on en a plusieurs. On a avec le Sénégal, on a avec également des entreprises du Burkina, on a avec du Togo et du Niger également. Donc, en start-up, pour justement permettre de pouvoir avoir. Et par moment, on a les mêmes solutions. Très souvent. Souvent, on a les mêmes Ah solutions, oui? mais oui, par moment. Et on essaie de faire voilà l'interop. Par exemple, Aeon, on n'a pas tous les mêmes solutions, mais on a une solution qui est commune, c'est le passeport santé, le carnet de santé. Mais ce qu'on a Mhm. compris, c'est que au-delà de la concurrence, il faut voir large, comme j'ai pour habitude de dire. On a des telcos Orange, MTN et autres, mais ils sont tous ensemble concurrents, mais ils sont aussi partenaires. Il faut le voir comme ça. Oui. Donc, ce qui fait que par moment, ceux qui sont chez nous, quand ils partent là-bas, il y a une interop au-delà de tout ça. C'est le même passeport qui part, mais on essaie de trouver des, on essaie de trouver la bonne approche pour ne pas pouvoir se marcher, mais de pouvoir collaborer correctement. Présentement, à l'heure actuelle, et on est en Côte d'Ivoire depuis une semaine, donc on essaie de continuer à travailler l'approche pour avancer sur nos différentes stratégies. Nous, on doit pouvoir aller là-bas également dans ces jours à venir, mais c'est des approches, comme il a dit tout à l'heure, start-up, qui aident. Et ça même, c'est très important parce que ça nous permet de déployer surtout dans la santé. On parle de souveraineté des données, on ne peut pas dire qu'on va aller déployer le pass santé au Sénégal ou dans un autre pays qui a ses propres réalités. Il faut travailler avec des acteurs locaux, essayer de voir comment on fait ces partenariats pour déployer également nos solutions. Très bien, super, parfait. Je sais pas si Monsieur Babacar il a quelque chose à rajouter par rapport à ses commentaires. Donc là, on a mis l'accent sur les collaborations start-up entre différents pays. Ça ouvre des portes, ça facilite. Il y a une connaissance du marché, un network déjà prêt sur place. Et du coup, pourquoi réinventer la roue? En fait, si on peut éviter des erreurs et ne pas passer beaucoup de temps au démarrage. Mais il y a aussi d'autres peut-être moyens passer par le gouvernement. Des fois, voilà, des rendez-vous avec des représentants réglementaires ou sinon dans le cas de la santé, des responsables et voir sur terrain s'il y a un besoin. Donc après, voilà, c'est différentes façons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Babacar, avant que je passe à la prochaine question avec Madame Corinne. Bon, en tout cas, je suis heureux de découvrir à travers l'intervention des co-panélistes qu'il y a un très grand pas qui est déjà lancé pour euh, l'interconnexion des différentes entreprises et startups, que ce soit sur Abidjan, Dakar, Tunisie, Mauritanie. Et j'ai
aussi apprécié la démarche à travers le programme Expand Africa. Les entreprises que vous avez accompagnées ont eu une démarche assez cohérente pour choisir le bon partenaire. Maintenant, on reviendra peut-être sur les critères de choix, mais ce qui est sûr, c'est que pour réussir en Afrique, dans sa stratégie d'implantation, il faut trouver le bon partenaire. Maintenant, c'est qui ce bon partenaire? On le verra plus tard, c'est peut-être la bonne personne qu'on cherche à travers ces panels. Bah, là, ça me fait penser à une question. Comment connaître le bon partenaire? Ce mot bon partenaire, c'est comme un terme, c'est très subjectif, au fait. Parce que est-ce que ça dépend du pays? Est-ce que ça dépend du secteur? Est-ce que ça dépend du fait que on est assez avancé dans notre pays d'origine ou on a déjà exporté ailleurs? Du coup, le partenaire, c'est plus un distributeur, plus c'est qui ce bon, Corinne, partenaire selon vous? Alors, ce bon partenaire, pour moi, ça va être, ça dépendra en fait de ce qu'on veut pas derrière pour moi. Alors, parce que pour moi, le bon partenaire, ça va dépendre. Il y a plusieurs facteurs clés qui vont rentrer dedans. C'est vrai que ça va dépendre de la maturité, de tout ce qu'on veut dire, mais par exemple, ici, c'est l'ancrage institutionnel déjà et la crédibilité locale, parce qu'on parle de la santé, pour moi, dans un premier temps, en termes de bon partenaire. Euh, une chose est sûre et certaine, c'est que si vous venez, je donnerai l'exemple de la Côte d'Ivoire que je maîtrise beaucoup plus qu'ailleurs. Je dirais ici, si vous venez, qu'on vous demande quel est le bon partenaire que vous allez voir, même quand vous allez au ministère de la Santé, allez les rencontrer, échanger, ils vont vous envoyer déjà dans un premier temps vers les acteurs locaux sur place qui s'implémentent. Moi, plusieurs fois, le ministère m'a ramené pas mal de personnes. Peut-être parce qu'au-delà du fait qu'il y a longtemps que je suis dans la e-santé, mais je fédère toutes les startups de la santé. Mais le bon partenaire, c'est ceux qui connaissent les réalités du terrain et qui peuvent vous accompagner, vous amener à sauter des étapes, en fait, qui ont déjà connu les étapes par lesquelles vous souhaitez passer tout de suite. Je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai reçu une entreprise camerounaise qui est venue, qui cherchait un bon partenaire, donc elle est au ministère de la Santé, qui a fait tout ce qu'il voulait et qui a traîné. Et quand on me l'a connecté lors d'un afterwork, c'était justement à l'ambassade de France, lors de l'indépendance, on me l'a connecté directement. Je lui ai fait comprendre que le parcours n'était pas le bon. Donc, je l'ai envoyé directement là où il devait aller, où il a pu signer une convention directement pour lui permettre de déployer sa solution. Donc, en vrai, le bon partenaire, aujourd'hui, sur place, il faut déjà, moi, je suis d'accord avec, quand on dit le premier bon partenaire, c'est entre nous-mêmes, c'est le réseau, entre nous-mêmes d'abord. On peut me dire ce qu'on peut me dire, mais c'est ce que je constate, parce que dans le réseau partenariat, start-up surtout, vraiment, si la bonne foi y est, vous avez tout ce qu'il faut avant même d'aller vous taper les pieds, parce que allez voir les ministères, allez signer, allez dire, ça ne va pas vous apporter parce que vous avez signé tout ça, mais tout de suite, vous ne pouvez pas peut-être déployer. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne vous est pas dit tout de suite dans le développement des solutions. Et pas mal d'entreprises même qui viennent de l'étranger que je vois, que ce soit de la France, même de la sous-région africaine, elles arrivent, elles déroulent, elles vont rencontrer les ministres et les directeurs, mais elles n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a quelque chose qu'on ne leur dit pas. Le bon partenaire, c'est l'acteur sur le terrain. Dans le cas de la santé, le bon partenaire, c'est l'usager. L'usager. Et en termes d'usager, il y a le médecin, déjà, et les médecins, et il y a les patients eux-mêmes. Mais le premier, c'est le médecin qui utilise. Parce que si lui n'a rien compris de ce que vous êtes en train de lui dire, ça va monter, ça va revenir, la solution ne sera pas déployée, elle ne sera pas utilisée. Ils diront que ça ne marchera pas et ça va faire effet boule de neige. On dit que ça ne passe pas. On a eu, je crois, lors d'une dernière, l'avant-dernière session avec OST, je crois, on a rencontré quelqu'un qui nous a fait comprendre que quand vous partez, vous présentez votre solution, mais vous n'écoutez pas ce dont ils ont besoin tout de suite. Quand vous écoutez le besoin, vous comprenez qui est le bon partenaire. Et quand on a refait cette démarche, le bon partenaire, c'est l'usager. Ce n'est pas le ministère. Ce n'est même pas les programmes. C'est juste des partenaires stratégiques. Mais celui qui va utiliser votre solution en vrai, c'est l'usager. Et l'usager, et c'est pour ça que ça permet la co-création. Et l'usager derrière, pour moi, c'est d'abord et avant tout le professionnel de santé pour ce qui nous concerne et les patients. C'est eux qui utilisent tout de suite votre solution et qui vont pouvoir en parler dans l'utilisation et dans la pratique.
Et même si ce n'est que deux, ces deux-là vont faire boule de neige et vont permettre que certains autres vont vous voir et vous allez déployer. Très bien, parfait. Et pour ne pas vous retenir trop longtemps, du coup, le conseil, avant que je passe, du coup, discuter de tout, donc vous nous avez balancé plein de pistes de discussion qu'on va essayer d'approfondir maintenant avec Babacar et Zach. Donc, avant de vous libérer, Corinne, c'était quoi le conseil pour réussir un premier partenariat clé? Bah, par exemple, je vois quelques startups tunisiennes et entreprises tunisiennes là connectées qui suivent. Et s'ils pensent au Côte d'Ivoire, s'ils pensent au Sénégal, pensent à ces pays, donc voisins sur le continent, c'est quoi les conseils pour ne pas faire des erreurs et pour créer une différence avec d'autres qui viennent et qui tapent à plein de portes? Moi, le conseil que je donnerais aux personnes qui... Déjà, ce que je veux dire, c'est que le marché est assez vaste et ouvert en Côte d'Ivoire, surtout celui du secteur dans lequel on est au niveau de la santé. On a la réglementation qui est très ouverte et qui permet à ce que tout le monde puisse venir déployer ces solutions, mais aujourd'hui, qui est assez ouvert. Les médecins, le médecin libéral, les dossiers patients, la télémédecine, tout est légiféré, légitimé aujourd'hui. On peut pouvoir le faire. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour moi, en termes de conseils, c'est que quand les personnes viennent avec des solutions, c'est de pouvoir de ne pas vouloir forcément venir avec des solutions pour pouvoir obliger, on va dire comme ça, les acteurs sur le terrain à les utiliser sans comprendre leurs vrais besoins. C'est ça, pour moi, le conseil que je dirais. Parce que parfois, on vient avec des solutions. On peut avoir une solution tunisienne qui va venir, mais quand vous partez directement voir, par exemple, l'ordre des médecins, on ne sait jamais en termes de partenaires, quand vous allez essayer avant de comprendre quels sont leurs besoins, en ce moment-là, vous allez orienter la stratégie pour tisser un bon partenariat avec eux. Sinon, c'est assez possible. Pour moi, le conseil, c'est d'avoir tout de suite euh, quels sont les vrais besoins et les vrais besoins vous permettront d'avoir quel est le vrai partenaire à toucher. Dans la santé aujourd'hui, vous voyez les médecins, vous voyez les différents programmes. À partir d'eux, vous allez pouvoir avancer. C'est aussi simple que ça. Bah, parfait. Ben, merci beaucoup, Corinne. Merci pour votre temps malgré l'urgence que vous avez. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et à très vite pour d'autres Merci beaucoup. partenariats avec Collectinov et Expan Africa. Et Merci, là, je reste disponible. merci beaucoup. Et là, je repasse la parole à messieurs. Donc, on a commencé par madame. Donc, Babacar, Isaac, là, on avait parlé pas mal du coup. Corinne, elle nous a mis quelques briques par-ci, par-là par rapport à ces connexions, ces partenariats. On a mis l'emphase sur donc les partenariats start-up, gouvernement, médecins, patients, donc terrain. Donc, il y a énormément de choses. Et là, je me tourne vers toi, Zach. Du coup, c'est quoi les difficultés concrètes que rencontrent les startups tunisiennes, si on prend le cas des tunisiennes et par la suite africaines en général, vu que votre programme il est déployé un peu partout, pour rechercher des collaborateurs au niveau du continent africain? C'est quoi ces difficultés? Bon, déjà, pour vous rassurer, il y a plusieurs. Mais je pense que l'une des premières difficultés, et probablement la plus structurante, reste la question de la confiance. Dans beaucoup d'écosystèmes africains, la culture entrepreneuriale, la dissémination de la culture entrepreneuriale est encore en construction. Et ça devient très visible quand les startups travaillent avec des gouvernements, enfin, pour les cas des e-gov ou de grandes entreprises. Enfin, surtout que la fintech reste une des secteurs la plus trendy en Afrique. Euh, Mhm. Avec ces grandes entreprises qui sont naturellement très averses au risque, leurs processus ne sont pas conçus pour des startups, surtout early stage, ce qui complique énormément la vie pour ces entrepreneurs. Je pense qu'il y a aussi un déséquilibre de pouvoir très clair dans beaucoup de partenariats, parce que la startup cherche de l'accès, de la validation, de revenus, alors que le grand acteur cherche surtout à réduire le risque et surtout garder le contrôle. Ça mène souvent à des proof of concepts non payés, des pilotes très longs ou des MOU assez vagues qui profitent beaucoup plus les grands acteurs qu'à la startup. Dernièrement, je pense qu'il y a aussi un décalage de rythme et d'incitation. Les startups avancent généralement vite, ils testent, ils pivotent, mais ces institutions un peu plus grandes avancent un peu plus lentement et avec beaucoup de couches de validation, du coup, beaucoup de partenariats
généralement, on ne s'arrête pas brutalement, mais very slowly ils s'éteignent. Donc, on garde un MOU vague qui existe juste un document sur le drive. D'accord. Généralement, ça commence par un MOU très vague et après, les processus de validation, les compliance et tout, it makes it just stay as a document, soi-disant, dans un drive. Mais, mais Zach, j'ai une question. Est-ce que ça concerne les startups early stage ou celles qui commencent vraiment à tester un produit, mais ça concerne aussi des startups et des PME qui ont déjà peut-être vendu non seulement sur leur marché, mais sur d'autres marchés. C'est une difficulté à rencontrer à chaque fois sur un nouveau marché. Oh, je pense que ça devient un peu plus facile dès que l'entrepreneur il a testé, mais il y a toujours cette première expérience de créer un proof of concept avec une grande corporate, soi-disant. Ça reste toujours très challenging et surtout, even moving from une entreprise à une autre entreprise, il y a tous ces règles qui changent. La startup, elle D'accord. s'adapte pas. Et les startups, généralement, n'ont pas ni la bande passante, ni les ressources à traiter ces use cases cas par cas. Donc, il y a toujours cet élément de risque lié, lié à ces partenariats avec des grandes entreprises ou des gouvernements, je dirais. Ok, très bien. Et là, je vais peut-être reposer la question différemment à Babacar, en fait. Et si ces difficultés-là, si c'est des distributeurs ou c'est pas des corporates, mais si c'est des partenaires locaux, on arrive avec un produit qui est plus avancé. Je sais pas, moi, je suis une PME ou une start-up tunisienne. J'arrive à Dakar. C'est ce qui s'est passé. Là, je vois quelques startups qui nous ont accompagnés à Dakar qui sont là. Donc, et je vais à la rencontre de partenaires, de distributeurs, de parties prenantes. Est-ce que ces difficultés vont persister à chaque fois? C'est quoi l'astuce pour dépasser ces difficultés-là? Et après, on parlera plus comment guider ces startups vers le bon partenaire africain. Oui, je pense que Zach a bien fait tracer le décor en expliquant les différentes difficultés auxquelles les startups rencontrent quand ils sont dans un marché à l'international. Donc, c'est des difficultés supplémentaires qui se posent pour une entreprise qui va à l'international. Comme vous le savez, des risques pays, des aspects liés à la compréhension du contexte du nouveau marché Mhm. sont des problématiques qui se posent à toute entreprise qui souhaite s'exporter. Cette difficulté devient plus importante pour une startup, comme l'a bien souligné Zach, du fait que bon, les rapports de force ne sont pas égaux. Et puisque ces rapports de force ne sont pas égaux, euh, la startup a plus de difficultés à tirer la couverture de son côté afin qu'on ait un partenariat win-win. En plus de cela, je pense que les capacités financières un peu limitées pour ces startups aussi constituent un frein, une difficulté supplémentaire sur lesquelles il faudrait peut-être il y a d'autres astuces pour limiter ces difficultés, ces risques. Je vois aussi un troisième point qui est lié au fait que euh, la startup est plus agile, plus pressée, si je peux Oui, l'appeler sur ce terme, et que ça ne répond pas forcément à l'agenda d'une grande entreprise ou d'une administration. Donc, ces difficultés rajoutent un peu de stress pour les startups, d'où l'intérêt d'être bien accompagné par des structures, des incubateurs ou des structures comme Connect Innov à travers ce programme. Je pense que c'est une réponse assez adéquate. d'accord. En fait, là, vous dites que moi, je partage votre avis, hein, de passer peut-être par des partenaires qui connaissent un peu le terrain, qui sont là aussi pour orchestrer un peu cette collaboration, ce partenariat, parce que peut-être que c'est pas la même vitesse un hôpital ou un gouvernement où que ça prend du temps ou un distributeur qui a beaucoup de demandes ou beaucoup déjà de collaborateurs, bah, il va étudier la possibilité de partenariat avec ce nouveau arrivant sur le marché, il prend son temps. Donc, en fait, ça crée un déséquilibre parce que
là, la start-up ou la petite PME qui arrive, elle est pressée. Elle a investi beaucoup de temps et d'argent pour nouer ces partenariats-là, des billets d'avion, du temps, des recherches, etc. Et là, elle arrive face à quelqu'un qui prend son temps, des fois, qui veut analyser. Et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui connaît pas, qui veut voir si le produit, ça vaut le coup, si ça correspond à l'attente du marché, etc. Donc là, la question, du coup, ça se recentre, Babacar, sur comment évaluer la fiabilité de ce partenariat, la complémentarité, le potentiel de collaboration. Comment, en fait, on va juger et bien choisir ce partenaire? Oui, effectivement, c'est important pour une start-up tunisienne qui veut évoluer en Afrique de choisir le bon partenaire. La clé de succès, quand on pose la question de savoir quelle est la clé de succès pour réussir en Afrique, ma réponse est toujours la même, hein. Ce n'est pas notre capacité, notre expertise et notre capacité financière qui nous permettent tout seul de réussir une implantation en Afrique. Ça va au-delà. Ça va au-delà parce que je dirais bien que c'est plutôt le bon partenaire, c'est de trouver déjà le bon partenaire, mais de le trouver au bon moment Mm. et dans le bon pays, parce qu'aussi, tous les pays n'ont pas les mêmes contraintes, tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux de risque, et de pouvoir construire avec ceux ou plus ces partenaires une relation durable de confiance. Ça nous revient à dire, donc, quels sont les critères que je serais amené à évaluer pour dire que ceci est un bon partenaire. Donc, vous avez évoqué la fiabilité. Je dirais la fiabilité et la crédibilité. Ça Mhm. va de pair. Ça va de pair, mais aussi une complémentarité et un alignement dans la vision, dans la stratégie. Quand on ne va pas dans le même chemin, quand on n'a pas la même vision, forcément, on n'a pas de chance qu'on puisse Que ça arriver à marche. quelque chose qui marche. Donc, pour ce qui est de la fiabilité, moi, je vois, pour cela, moi, je pense qu'il faudrait une démarche assez structurée, mais rigoureuse, à travers une due diligence qui n'est pas seulement sur les papiers, sur une recherche documentaire sur les sites Internet, aller sur voir la page LinkedIn, mais il faut une approche terrain. Cette approche terrain, je pense que vous l'avez bien menée pour la mission que vous avez menée au Sénégal, c'est aller sur le terrain, identifier le partenaire, échanger avec le partenaire, mais aussi, surtout, essayer d'identifier les références terrain que ce partenaire a auprès de son marché, s'interroger sur sa fiabilité, notamment, et essayer d'obtenir des informations, échanger, pour mieux comprendre ces valeurs qui la guident, mais aussi essayer de voir sa capacité à agir dans les circonstances complexes. Moi, j'ai l'habitude de tester généralement certains partenaires en posant un problème, en les mettant en situation de résoudre un problème complexe qui vient à nous. Et la réaction de ce partenaire me donne sur la qualité de ce partenaire. Ça, c'est un test D'accord. que j'ai l'habitude de pousser, mais aussi de vérifier les vérifications au sein de son écosystème. Par exemple, en ce qui vous concerne, c'est de voir à travers un incubateur ou bien une chambre de commerce Mhm. ou bien les banques ou les partenaires bancaires pour voir quelle est la crédibilité et la fiabilité de ce partenaire. Ça, c'est Très en bien. termes de fiabilité. Je peux donner quelques cas pratiques. Par exemple, récemment, un client étranger qui est dans le secteur de l'aluminium, qui n'est pas seulement la santé, a Mhm. voulu nouer un partenariat avec un Marocain établi au Sénégal. Donc, D'accord. il avait pris contact avec nous. Donc, le fait d'échanger avec nous nous a permis de voir que ce partenaire avait déjà quelques adresses au sein de la plateforme. D'où la fiabilité qui doit être évaluée à travers, en cherchant l'information auprès de praticiens, des gens du terrain.
Donc, Très ça, bien, en termes de parfait. fiabilité. En termes de complémentarité, moi, je pense que c'est plutôt ne cherchez pas le partenaire qui fait la même chose que vous. Donc, chercher un partenaire, c'est l'erreur classique que nous commettons, certaines startups, quand ils arrivent, on cherche à trouver les partenaires qui les ressemblent. Mm. Ce n'est pas forcément le meilleur partenaire, mais plutôt c'est un partenaire qui peut nous apporter quelque chose. Et surtout, couvrir les angles morts. Pour le secteur de la santé, je citerai par exemple, pour une start-up high-tech qui voudrait s'implanter au Sénégal, les angles morts, c'est plutôt de trouver le partenaire qui est très bien introduit dans les structures de santé publique afin D'accord. de nous poser les véritables problématiques, mais aussi de mettre qui connaît le réseau, qui est assez réseauté. Ça, c'est important. Le partenaire aussi, mauritanien n'est pas forcément le partenaire sénégalais. Euh, Oui, L'aspect linguistique est important aussi. L'aspect tribal aussi, quelquefois, est important. Je donnerai par oui, exemple le cas de la Mauritanie. C'est une spécificité qui fait que leur manière de fonctionner comportementalement, on pourra peut-être le voir tout à l'heure quand on va évoquer les aspects culturels. Ça, ce sont des mhm, choses à prendre en compte dans l'appréciation de la complémentarité. Mais ce qui est très bien. important, c'est surtout d'avoir une vision commune euh, et d'inscrire ce partenariat dans la vision. Donc, c'est l'élément le plus important, le plus déterminant, c'est d'être aligné. C'est ça qui Très va bien, peut-être Babacar. permettre. Merci. Parfait. Je vais revenir vers vous juste après cette question qui me tourmente depuis tout à l'heure. Je la poser à Zach par rapport à toutes les startups et tous les entrepreneurs que vous accompagnez un peu partout là sur le continent africain. Est-ce qu'il y a une sorte de roadmap, en fait, des étapes qui doivent suivre vraiment pour cocher les cases, pour minimiser le risque, pour ne pas se tromper, pour construire un partenariat fiable? Donc, je reviens au terme complémentaire, efficace, et durable, opérationnel, sur le continent africain. Merci pour la question. En effet, juste pour commencer, je pense que il n'y a pas en fait, le way of doing, t'as un guide pour faire les bons partenariats parce que ce qu'on dit à OST, un partenariat, c'est un mariage, honnêtement. Il y a pas de use case exact. Il faut prendre du temps à connaître l'autre personne. Il faut peut-être tester avant de se marier. Il y a tellement de choses, mais je pense que un partenariat est un mariage. Mais si je peux genre, un peu résumer de l'expérience moi, des startups qu'on a accompagnées, que j'ai vues, je pense que la première étape n'est pas de se demander avec qui on veut s'associer, mais plutôt quel problème ou quelle opportunité ce partenariat doit réellement résoudre. Mm. Donc, partir du problème crée généralement immédiatement un terrain commun et évite les partenariats purement opportunistes. Ensuite, je pense qu'il est essentiel d'être très clair sur l'échange de valeur, ce que chaque partie apporte, ce qu'elle attend et à quoi ressemble le succès. Hein. What does success look like pour ces deux partenaires? Et à titre personnel, je pense qu'une startup doit parfois accepter d'être un peu généreuse au départ, pas naïf, mais surtout ouverte. Parce que bon, we keep saying, la confiance est difficile à construire, mais une fois qu'elle est là, Mm. tout va beaucoup plus vite. Donc, c'est pas grave si on est un peu généreux au début, surtout pour créer cette confiance, ce trust. Et dans beaucoup de contextes africains, ou je pense même partout dans le monde, la présence physique est aussi déterminante. Donc voyager, Mm. rencontrer l'écosystème, comprendre les dynamiques locales, créer des relations réelles. Sans cet engagement, généralement, on ne trouve pas souvent une longue liste de partenaires qui ne sont pas réellement actifs. On a juste des partenaires sur un site web. Oui. Juste one last advice. Je pense que n'importe quel partenariat doit être aussi structuré. Tu as demandé un NDA ou un MOU, n'est pas une manque Oui. de confiance, c'est juste du professionnalisme. Ce qui fait durer la partenariat, parce que ça protège la startup, mais aussi l'autre partie prenante. Donc, à travers ces MOU, définir des indicateurs clairs, pas dire juste
si tu partages, je partage, si je partage, tu partages. Donc, c'est pas un partenariat, ça c'est. Mais genre vraiment avoir des indicateurs clairs, faire des suivis réguliers parce que la nature a l'horreur de vide et accepter Oui. d'ajuster le partenariat quand la réalité du terrain l'exige. معناتها مش we have an MOU and we stick to it. معناتها si le terrain ou le market il exige un changement, on fait un changement pour surtout rester crédible côté reaching KPIs. Donc, معناتها keeping it simple. معناتها on ne fait pas des promesses qu'on ne peut pas, معناتها that we can deliver on. معناتها keeping it simple, keeping it written et faire surtout des suivis réguliers et rester un peu lean, même sur ce partenariat. Merci Zach. En fait, si j'ai bien compris, donc c'est vraiment une relation qui se construit non seulement basée sur la confiance, mais beaucoup de concessions au démarrage. En fait, il faut pas s'attendre à gagner énormément dès le premier, le premier partenariat, la première mission ensemble. C'est au contraire, c'est une sorte de testing, de test de si ça marche bien, si c'est le terrain, il est favorable, la problématique visée par les deux partenaires. Ça peut être un appel d'offres général auquel les deux partenaires locaux et internationaux vont se positionner ensemble. Ça peut être un distributeur qui va tester le marché pour cette start-up ou cette entreprise-là et qui va avoir aussi des retours d'expérience, qui va marger sûrement sur le produit, mais c'est normal, c'est aussi du Hmm. travail sur le Faut terrain. avoir un clair win-win. Et si tu es une Oui. startup, c'est pas grave si le win du partenaire il arrive plus rapidement que ton win. Surtout pour avoir cet élément de trust, de confiance. Parce que, encore une fois, une startup, ben, généralement, si on a des corpos qui n'ont jamais travaillé avec des startups, cette partie de confiance n'existe pas. Donc, c'est pas grave Oui. s'ils gagnent avant qu'on gagne, mais ben, by the end of the day, l'objectif, c'est de résoudre un problème pour les deux entités et avoir un win-win clair. Bah, en fait, c'est un problème, Zach, qui existe déjà dans un pays lui-même. Une relation avec une start-up ou une petite entreprise avec un grand groupe ou un grand distributeur. Donc, que dire quand c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, avec une autre culture, Absolument. avec Mhm. d'autres pratiques, et qui arrive sur un marché qui veut peut-être concurrencer aussi des acteurs locaux. Il y a une confiance qui doit s'établir. Il y a aussi, on doit faire sa place petit à petit créer cette dynamique de collaboration. Et là, Babacar, du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de s'adapter aussi à des différences culturelles, à une dynamique, mais aussi j'ai cette question que par rapport aux risques principaux que vous observez dans les partenariats africains et comment les startups et les entreprises, petites entreprises, peuvent les éviter le maximum. Oui, c'est très intéressant ce que vient de dire Jacques. Ça me donne l'opportunité, par exemple, de faire quelques clichés qui permettent à ces entraîneurs, startups tunisiennes qui voudraient se développer en Afrique, particulièrement au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie. Le premier piège à éviter, c'est de ne pas traiter les différents marchés comme un modèle unique. Ça, généralement, quand on va à l'export, on veut soit dupliquer le modèle éprouvé en Tunisie, C'est on ce veut le qu'il est. transposer, qu'il est le transposer, ça c'est Ah, je crois qu'il y a un petit problème de et connexion. aussi le marché de la sous-région. Hein? Vous m'entendez? Ne pas considérer le marché Oui, sénégalais comme un marché de la on vous a sous-région identique perdu. à celui. On vous a perdu un tout petit peu, Babacar, si on peut juste reprendre les 5-10 dernières secondes. D'accord. Je dis aussi que de ne pas aussi prendre le marché sénégalais comme étant un marché identique au marché ivoirien. C'est vrai, on est tous de la sous-région, mais chaque D'accord. localité, même à l'intérieur d'un pays, on a des réalités culturelles, contextuelles qui font que le marché n'est pas identique. Donc ça, c'est une erreur fréquente que toutes les entreprises qui font, une bonne partie des entreprises qui vont à l'export commettent. C'est pour ça, sur cette D'accord. dimension socioculturelle, je donnerai l'exemple du Sénégal, l'approche
socioculturelle dans la culture, dans le monde des affaires, n'est pas forcément la même que celle en Mauritanie, au Sénégal. Dans les relations commerciales, elles sont beaucoup plus ouvertes, dynamiques. La dimension humaine est très prise en compte, très appréciée dans un esprit entrepreneur, et ça va plus vite quelquefois sur certaines affaires. Par contre, en Mauritanie, on a plus intérêt à déjà travailler dans le tissu socio-économique. Et on a un tissu socio-économique qui est relativement concentré. Donc, connaître les réalités du terrain, de la réalité culturelle du monde des affaires en Mauritanie, qui est très hiérarchisé, est important pour une entreprise tunisienne afin de pouvoir réussir son implantation en Mauritanie. Là, il y a Très aussi bien. la barrière de la langue. Il y a aussi la barrière de la langue qu'il ne faut pas occulter. Parler un peu l'arabe classique ou l'arabe classique, peut-être même le poula, est un avantage en Mauritanie. Bien que ce soit le Mauritanie au Sénégal, ou alors est une langue parlée, ça serait un D'accord. atout ça serait un atout d'intégrer cette dynamique. Parfait. Je ne sais pas si la connexion va se stabiliser, Babacar. Des fois, ça Ah, coupe un désolé. tout petit peu. Pas de souci. Désolé. Mais là, de toute façon, on arrive presque à la fin parce que je vais laisser peut-être quelques minutes à la fin pour voir s'il y a des questions imminentes par les participants ou par ceux qui suivent sur les pages. Ils peuvent écrire dans les commentaires et on va du coup vous les poser. Mais là, la dernière question, la plus importante, c'est les conseils. Et vous, structure d'accompagnement, cabinet de conseil. Donc, c'est votre métier de tous les jours de les accompagner, ces startups, ces PME. Donc, comment vous voulez conseiller? C'est quoi le conseil que vous voulez vraiment laisser, la dernière note avant de clôturer le webinaire à tous ces entrepreneurs qui nous suivent pour réussir un premier partenariat stratégique en Afrique et par la suite plusieurs, j'espère, pour eux. Zach? Euh, je vais essayer de faire rapidement, mais mon premier conseil serait de ne pas viser grand, mais de viser concret. Il vaut mieux commencer par un cas d'usage clair et un partenaire réellement engagé, plutôt que chercher un grand logo ou MOU vague, juste pour pouvoir communiquer sur ce partenariat grand que la startup crée. Ensuite, je pense qu'il faut être très explicite dès le départ sur ce que vous voulez, ce que vous apportez, ce que vous attendez. Et beaucoup de premiers partenariats échouent simplement parce que les attentes restent implicites. Troisième point important, protéger son temps et ses ressources, surtout pour une startup, c'est primordial. C'est tout à fait légitime de dire non à des proof of concepts ouverts ou non rémunérés. Il faut cadrer, il faut limiter le périmètre, et fixer une durée et s'assurer qu'il y a un minimum d'engagement en face, qu'il soit financier, opérationnel ou stratégique. Et j'insisterai aussi sur l'importance de la présence et de la relation, comprendre l'écosystème, créer des liens au-delà d'une seule personne, car les partenariats qui reposent généralement sur un individu sont fragiles. Et enfin, formaliser juste ce qu'il faut. NDA et MOU ne sont pas une défaillance, comme on disait à Bida, mais une base saine pour avancer d'une manière professionnelle. Voilà. Très bien, merci. Babacar, est-ce que vous êtes d'accord sur ces conseils? Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, bon, moi, je confirme ce que vient de dire Zach, notamment, mais en précisant surtout la présence sur le terrain est très importante. Mm. C'est dans le terrain, donc, on découvre la réalité et qu'on est confronté à des situations et qu'on a une meilleure lecture du contexte. Ça, c'est important. Je répète aussi, ne pas confondre, ne pas uniformiser les pratiques, selon qu'on est dans un marché, et de privilégier les relations de confiance. Ça, c'est très important, tout en restant dans un cadre bien normé, comme il l'a bien dit Isaac, c'est-à-dire formaliser les choses, mais on peut formaliser les choses sans beaucoup de rigidité.
Parce qu'en partenariat, on est en partenariat, on est marié, certes, mais il faut quand même laisser un peu de flexibilité aux partenaires, parce que quand c'est prévu, ça crée déjà un climat de méfiance, des difficultés, ça peut être des sources de conflit. Aller dans un esprit de partenariat win-win, le cadrer certes, mais laisser un peu de souplesse et que ce soit un contrat équilibré. L'équilibre est important parce que mon partenariat, pour que ce soit durable, il faut que ce soit win-win, il faut que ce soit équilibré. Surtout pour la startup qui n'est pas du tout avantagée par rapport à une grande structure. Donc, euh, euh, le partenaire gagnerait, que ce soit même la grande entreprise, à avoir un contrat équilibré. Et surtout, bon, l'élément le plus déterminant, c'est la complémentarité. C'est l'alignement stratégique. Si on a une bonne complémentarité, on apporte quelque chose qu'on apporte à l'autre, forcément, ce sera un partenariat durable. Parfait, bah, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils, mais aussi pour le partage sincère et concret dans la plupart des cas de ce qui se passe au niveau du terrain. Là, on a eu l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, on a parlé de la Mauritanie aussi. Zach a parlé aussi d'une façon un peu plus panafricaine par rapport au programme déployé sur le continent africain. Donc, j'espère que ça a pu déjà aider les entrepreneurs qui nous écoutent. Et là, on laisse place à quelques minutes de questions s'il y en a. Sinon, on va les noter, on va les partager avec nos experts par la suite. Donc, je ne sais pas si les personnes ont noté leurs questions ou si sur les pages, ils ont écrit leurs questions. En attendant de recevoir les questions, j'avais une nouvelle à partager, que je partage ici avec vous. C'est le prochain webinaire. C'est le deuxième de la deuxième série des mercredis de l'export. Et ça sera du coup focus sur exportation intelligente, tester, apprendre et adapter son produit à chaque pays. Vous voyez, c'est la continuité de ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et ça sera le 11 mars 2026 à 11 heures heure tunisienne, UTC+1, donc via Teams. Donc bientôt, vous allez avoir le lien disponible pour vous inscrire. Je vous encourage vivement du coup, à écouter ce webinaire qui vient compléter tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et on a déjà commencé à aborder quelques sujets lors de ce webinaire-là. Donc, je ne sais pas s'il reste quelques questions. Sinon, merci de nous suivre sur les réseaux, sur la page de Connectinov et de Expand Africa sur LinkedIn, Facebook, sur notre site internet, sur YouTube, sur Spotify. On a énormément de webinaires partagés déjà, des podcasts, et on continue donc à avoir du contenu. Et s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer ce webinaire. Remercier surtout nos panélistes. Cory, qui a dû partir un peu plus tôt, donc pour son temps, pour le partage d'expériences sur le terrain avec Pass Musso et cette belle expérience e-santé de la Côte d'Ivoire. Babacar, donc avec ce cabinet d'expertise, mais aussi, je pense, ce déploiement sur trois pays qui donne du coup une vision un peu plus globale sur cette dynamique de partenariat et de collaboration entre les différents acteurs. Zach avec la structure d'accompagnement OST, qui a certes commencé en Tunisie, mais qui s'est déployée depuis maintenant quelques temps sur le continent africain et qui accompagne pas mal d'entrepreneurs. On a vu Corinne qui a fait partie donc, de vos cohortes. Donc, je ne sais pas, l'équipe, s'il y a des questions. Sinon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Non, c'est pas de questions. Pas de questions, c'était tout clair. Tout bon. On a parlé. Merci Babacar, merci Zach, merci pour votre Merci, temps, merci. pour votre disponibilité, et on espère continuer la collaboration Expand Africa avec vous, avec nos entrepreneurs. Donc, et à très vite, j'espère. Merci, au Merci, revoir. Merci merci. encore pour C'est l'invitation. un honneur. Merci les copanalistes. Merci. Allez, au plaisir. Au revoir. Au revoir.